Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance de stabilisation sur les marchés avant le prochain grand rendez-vous pour les investisseurs, la réunion de la Réserve fédérale américaine qui commence aujourd'hui jusqu'à demain et la communication officielle, bien sûr, qui est attendue demain soir. Des marchés qui se stabilisent, qui rebondissent, pour dire les choses très clairement. Est-ce que c'est déjà le grand rebond ou est-ce que c'est un rebond dans une ambiance plus chaotique, plus secouée, comme on l'a vu avec la séance d'hier? Réponse dans les prochaines heures et les prochains jours. Le CAC reprend 1,5% à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Un marché qui reste bien sûr très attentif à la situation du promoteur immobilier chinois Evergrande, puisque le mur se rapproche. Les premiers intérêts sur obligations à repayer arrivent ce jeudi. L'agence Standard & Poor's signale qu'un défaut semble désormais très probable sur 84 millions de dollars d'intérêts d'obligations donc à repayer cette semaine pour le chinois Evergrande. Le marché semble se préparer à l'idée d'un défaut qui resterait maîtrisé, circonscrit, avec le soutien des autorités monétaires chinoises pour éviter un dérapage systémique de ce défaut ordonné d'Evergrande. Donc l'ambiance est à la stabilisation aujourd'hui sur les marchés. Et puis parmi les phénomènes du jour, la roquette Universal qui s'envole à Amsterdam pour ses débuts de cotation. Une envolée de 35-40% pour le titre Universal Music Group, mis en bourse donc par le français Vivendi. Et le CAC 40 qui se ressaisit à mi-journée avant le rendez-vous de la Réserve fédérale américaine. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Après une journée éprouvante, le CAC qui connaissait sa plus forte baisse depuis un mois repasse dans le vert. Les inquiétudes autour de la Chine semblent s'atténuer légèrement et puis le marché devrait se concentrer pour les 2 jours à venir sur la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, réunion au cours de laquelle ses membres devraient poser les bases d'une réduction de son programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois. À noter que Jérôme Powell tiendra sa conférence de presse demain à 20h30. Le président de la Fed qui, pour rappel, annonçait il y a peu un tapering pour cette année. Un tapering que les investisseurs n'envisagent pourtant pas comme imminent compte tenu de la série d'indicateurs mitigés. La préoccupation du moment porte pour l'essentiel sur les nouvelles projections de la Banque centrale en termes de hausse des taux. Ce matin, l'OCDE dévoilait ses prévisions. Si cette dernière a baissé sa prévision de croissance mondiale pour 2021 à 5,7%, celle de la zone euro est en revanche revue à la hausse avec un rebond du PIB de 5,3% attendu cette année. S'agissant de la France, la prévision est relevée à 6,3%. Cet après-midi, la publication des chiffres des mises en chantier de logement et de ceux des permis de construire aux États-Unis le mois dernier viendront rythmer la séance. Et puis un petit détour par l'Asie où le Nikkei clôturait en baisse de plus de 2% ce matin au lendemain d'un jour férié au Japon. On précise également que les marchés chinois sont restés clos aujourd'hui. Et puis à Hong Kong, le Hang Seng était à l'équilibre en fin de séance. Evergrande a fini par se stabiliser après un plongeon de 12% lundi. Le groupe se dit confiant dans sa capacité à se sortir de sa période la plus sombre. Le moment fatidique pour Evergrande aura lieu jeudi avec l'arrivée à échéance de 84 millions de dollars d'intérêts, alors que Standard & Poor's estime que le promoteur immobilier est au bord du défaut de paiement. L'ensemble des valeurs du CAC se ressaisissent alors qu'elles étaient malmenées hier sur fond de crainte sur la Chine. Les grandes valeurs cycliques, bancaires et celles du luxe sortent la tête de l'eau. Total Energy progresse dans le sillage du rebond des cours du pétrole alors que l'ouragan Ida qui frappait le golfe du Mexique il y a 3 semaines continue d'y impacter la production. Et puis on termine avec une entrée fracassante aujourd'hui, celle d'Universal Music Group à la bourse d'Amsterdam. Son titre s'envolait à plus de 35% ce matin. L'entrée en bourse du groupe dont Vivendi a distribué 60% du capital à ses propres actionnaires est la plus importante de l'année en Europe. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart.
Prochaine étape pour les investisseurs, la réunion de la Réserve fédérale américaine qui commence aujourd'hui jusqu'à demain. La communication officielle aura lieu demain soir à partir de 20h, 20h30, heure de Paris. Et Bastien Dreux est avec nous par téléphone pour évoquer ce rendez-vous, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour Bastien. Bonjour. Bienvenue sur l'enjeu immédiat de cette réunion. Est-ce que Jérôme Powell arrive confortable, dans un fauteuil, en totale maîtrise du calendrier du tapering de la Fed, qui n'est pas encore totalement précisé, Bastien? Si on regarde la situation économique, je pense que les membres du FOMC n'ont pas beaucoup de questions à se poser, qu'on va s'orienter vers un retrait des mesures d'accommodation monétaire, un retrait progressif des mesures d'accommodation monétaire. Alors d'abord, si on regarde le marché du travail, on a à peu près les 3/4 des emplois qui avaient été détruits en mars-avril 2020 qui ont été récupérés. Ensuite, on a une dynamique de création d'emplois qui a été assez forte sur les 6 derniers mois. On a eu 650 000 créations d'emplois en moyenne sur les 6 derniers mois, c'est quand même très fort. Et puis on a pu voir sur le job report d'août que la propagation du variant Delta n'avait fait que ralentir un petit peu les créations d'emplois. Il n'y avait pas eu de destruction d'emplois. On a les salaires qui progressent sur un rythme annualisé de 5 à 6%. Et puis surtout, les créations d'emplois, elles vont continuer parce qu'il va y avoir la réouverture des écoles. On a 11 millions de postes ouverts. Donc c'est ce qui fait quand même un ratio de 0,8 chômeurs par poste ouvert aux États-Unis, ce qui est à peu près ce qu'on avait avant la crise Covid. Donc ça, c'est assez notable. Puis ensuite, sur le front de l'inflation, on a une inflation totale qui était à 5,3 en août pour les prix à la consommation. Si on regarde les prix à la production, on est sur une progression de 8,3%. Donc on est quand même très largement au-dessus de la cible d'inflation de 2%. Puis sans rentrer dans les débats sur le fait que l'inflation soit cette hausse de l'inflation soit temporaire ou transitoire, on voit bien qu'il y a certaines hausses de prix, notamment pour les véhicules, pour les voitures aux États-Unis, qui restent quand même assez élevées. C'est ce qu'on a pu voir sur l'indice Manheim, un indice qui suit l'évolution du prix des véhicules d'occasion, qui est revenu à son plus fort niveau historique. Donc si on revient à ce comité de politique monétaire, on n'aura probablement pas d'annonce de tapering lors de ce comité, c'est-à-dire pas d'annonce d'une réduction des achats de titres. Bon, il pourrait y avoir lors de la conférence de presse des petites questions, les journalistes vont le titiller, et puis là il pourra peut-être dire que sur le comité monétaire prochain, celui de novembre, il y aura peut-être une porte qui s'ouvrira un peu plus, donc ça fait partie des possibilités. Après, l'un des éléments très importants de ce FOMC, c'est vraiment les dots, c'est les dots, ouais. Les projections de Fed Funds qui sont réalisées par les membres du FOMC. En juin, ces dots indiquaient 2 hausses de taux en 2023. Donc avec tous les progrès sur l'emploi que je viens de citer, et puis le progrès de l'inflation, etc., on peut quand même imaginer des dots qui soient revus à la hausse. On peut se demander s'ils ne vont pas indiquer une hausse de taux dès l'année 2022, peut-être 2 en 2023. Et puis surtout, pour la première fois, on aura des projections pour 2024. Et là, quand même, ça en dira beaucoup plus sur ce que les membres du FOMC ont en tête sur un scénario de moyen terme en ce qui concerne l'économie américaine. Est-ce que la croissance restera encore au-dessus du potentiel en 2024 ou pas? Et ça, c'est là qu'on va apprendre des choses finalement sur ce que pensent les membres du FOMC. Ouais, c'est la question que vont se poser les investisseurs. Si le tapering devient évident, parfaitement légitime, si tout va aussi bien pour l'économie américaine pour encore quelques temps, que va-t-il se passer après le tapering? La promesse de Jérôme Powell, Bastien, était de dire que on va déconnecter cette phase de réduction des achats jusqu'à l'extinction des hausses de taux. Et c'est exactement ça, oui. Alors maintenant, on va voir. Donc, jusqu'où cette promesse est-elle tenable d'une certaine manière? Cet affichage, en tout cas des projections de 2024, puis la révision de celle de 2023, va nous en apprendre beaucoup sur cette déconnexion entre la politique d'achat de titres et puis la politique de taux. Ça, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des éléments alors, dans l'actualité immédiate qui peuvent également peut-être plaider pour un peu de souplesse encore de la
part de la Réserve fédérale américaine sur le calendrier de ce tapering et le rythme aussi peut-être du tapering, qui est un enjeu qui n'est pas tout à fait réglé aujourd'hui. Je pense bien sûr à l'immobilier chinois et la situation de risque financier aujourd'hui en Chine. Et puis également du côté du Congrès américain, où il y a beaucoup de débats qui s'entremêlent en ce moment, à commencer par les débats qui sont les marronniers de la fin des exercices fiscaux américains, le shutdown gouvernemental, le plafond de la dette qui reviennent à peu près chaque année. Ben là, c'est les deux dossiers de court terme. Donc, malgré ces facteurs fondamentaux qui s'améliorent, tout ce que j'ai pu citer au début de mon intervention, il y a quand même des raisons pour la Fed de patienter un tout petit peu. D'abord, les membres du FOMC vont peut-être avoir envie de mesurer s'il y a une contagion ou non de ce qui se met en place sur le marché immobilier chinois. Est-ce que ça va impacter la croissance chinoise? Est-ce que ça va et par ricochet impacter la croissance mondiale? Donc ça incite à prendre un petit peu son temps. Ça incite un peu à la prudence à court terme. Puis après, vous le soulignez, sur le plan domestique américain, il y a cette menace de shutdown, donc de fermeture du gouvernement à partir du 1er octobre. Comme chaque année, le budget n'a pas été voté dans les temps. Et alors d'habitude, dans ces cas-là, le Congrès passe une résolution qui autorise l'administration à dépenser de l'argent. Sauf que là, il y a en même temps les discussions sur le relèvement ou la suspension du plafond de la dette. Alors les démocrates essayent de lier les deux sujets, mais pour les républicains, il est hors de question de participer au relèvement du plafond de la dette parce que il y aurait éventuellement associé toutes les dépenses qui pourraient être réalisées dans les plans d'infrastructure des démocrates, ce que le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, appelle le socialisme permanent, je cite. Donc il y a un jeu politique qui se met en place. Donc jusqu'à maintenant, ce jeu politique autour du plafond de la dette, il s'est toujours bien terminé. Mais ce qui se passe, c'est que les enjeux sont énormes parce que s'il n'y avait pas d'accord sur le plafond, sur le relèvement ou la suspension du plafond de la dette, on pourrait s'orienter vers un défaut de paiement vers la mi-octobre et ça serait complètement dramatique pour les marchés financiers en général, quoi. Donc je pense que la Fed, elle voudra juste constater que ça s'est bien terminé pour pouvoir procéder, pour pouvoir annoncer un tapering en bonne et due forme lors du comité de politique monétaire de novembre. C'est un folklore incontournable, Bastien, ou est-ce qu'il y a une manière quand même de mettre fin à cette situation, encore une fois, qui revient quasiment chaque année? Je pense que ça continuera à arriver très fréquemment et surtout que ça sera de plus en plus, encore plus mis en épingle dans cette période de polarisation politique extrême aux États-Unis où on a de la collaboration des deux partis de moins en moins fréquemment, quoi. Donc je pense qu'on va continuer à en parler beaucoup sur les années qui arrivent avec probablement à chaque fois une issue heureuse, mais beaucoup d'agitation malgré tout. Merci beaucoup Bastien, merci pour vos remarques et votre éclairage de la situation américaine alors que la réunion de la Réserve fédérale américaine commence aujourd'hui pour 2 jours avec une communication officielle attendue à partir de 20h demain soir. Bastien Druck est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Restons sur la thématique américaine avec le gérant Éric Lafrenière qui est à mes côtés. Bonjour Éric. Bonjour. Bienvenue, vous êtes gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Vous gérez le fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion. On va parler du marché américain bien sûr, mais quelques commentaires peut-être sur les enjeux de cette réunion de la Réserve fédérale américaine. Bastien le soulignait, effectivement, ce qui va être très intéressant au-delà du calendrier du tapering, c'est la projection et les horizons de prévision qui vont être allongés à 2024 du côté de la Réserve fédérale américaine. Oui, tout à fait. Bastien a fait un bon résumé de la situation. En fait, le marché aujourd'hui a acté
que le début du tapering serait cette année. Je pense que tout le monde a écarté un début sur la réunion de septembre. Hein. Il y a trop d'événements qui tournent autour de cet événement. Et aussi, on a pu constater depuis fin juin que les attentes de croissance du PIB américaine ont été sensiblement réduites. On était à 6,7 sur juin. Nous étions à 6,2 sur août et les dernières données sont autour de 5,9 pour 2021. Ah oui. À côté de ça, on a donc ce ralentissement, en tout cas du PIB, ou je dirais plutôt ce décalage sur 2022 de cette progression du PIB. Et ce qu'on peut constater, c'est que les données de confiance des ménages et les données sur le climat des chefs d'entreprise s'est un peu dégradé. Par contre, les données macroéconomiques dites dures, donc les ventes de détail, les productions industrielles et l'emploi, eux sont plutôt bien orientés, malgré les petites craintes qu'on a pu avoir cet été sur une nouvelle vague du Covid. Donc un exercice compliqué pour la Fed, mais qui est déjà en partie pris en compte par le marché. Intéressant ce que vous dites sur la croissance. C'est pas un affaiblissement de la croissance, il faut le voir comme un décalage ou un report dans le temps de la croissance finalement. On va reporter une partie de la croissance de reprise qu'on avait anticipée pour 2021, va se reporter sur 2022. Oui, tout à fait. On a eu un ralentissement de cette croissance lié à plusieurs événements. On a donc les problèmes d'approvisionnement qu'on peut voir. On a eu des problèmes sur la main-d'œuvre avec les aides qui ont duré jusqu'à début septembre, qui maintenant sont disparus, donc on devrait voir plus grande partie de la population américaine retourner au marché du travail, et on l'avait eu avec les craintes liées au Covid ou les reprises de Covid qui aujourd'hui semblent quand même relativement bien maîtrisées. Donc une partie de cette croissance sera sans doute reportée sur 2022 au fur et à mesure. Donc on risque d'avoir une amélioration sur une durée plus longue, mais moins forte sur le départ qu'attendu dans les derniers mois. Et ça, globalement, pour un gérant action, c'est bon quand même. C'est plutôt positif. Non, mais c'est ça qu'il faut avoir. C'est plutôt au moment positif. où on va parler du mois de septembre, mais au moment où la situation est un peu plus compliquée sur les marchés, il faut avoir cette perspective en tête quand même. Tout à fait, et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour des programmes de rachat de titres et des politiques de retour aux investisseurs sur les actions américaines qui sont de plus en plus intéressantes. Ouais. Comment vous regardez ce mois de septembre sur les marchés, qui est toujours un mois compliqué? On en discutait même avant l'émission. Vous avez quelques chiffres intéressants là-dessus. Eric, c'est même plus qu'un mois compliqué. C'est historiquement un des rares mois négatifs de l'année. Si on regarde depuis 1950, le marché en septembre a donné une performance négative d'environ moins 0,5%. Ouais. Et une autre, c'est une anecdote, mais c'est une statistique qui est quand même intéressante. Si vous aviez investi $100 au mois de septembre 1969 et réinvesti tous les mois de septembre depuis 1969, avant le début de ce mois de septembre. Donc acheteur début septembre, vendeur fin septembre, vous faites ça tous les ans depuis 1969. Exactement, votre $100 vaudrait aujourd'hui $70. Donc c'est quand même un mois qu'il faut généralement éviter. Ouais. Et en plus, ce mois de septembre est quand même agrémenté d'un certain nombre d'autres événements, avec, on en parlait tout à l'heure, la réunion de la Fed, le plafond de la dette, la situation autour d'Evergrande et des marchés actions qui étaient quand même sur des niveaux relativement élevés et avec une reprise depuis, si on regarde février 2020, plutôt impressionnante sur les marchés américains. En tant que gérant action américaine, Eric, est-ce que le sujet Evergrande est un sujet pour vous ? C'est un sujet si le gouvernement chinois laisse la situation se dégrader de façon trop importante, puisqu'il y a quand même un impact sur un certain nombre de secteurs, notamment les matières premières, qui est un secteur qu'aujourd'hui on a surpondéré dans le fonds américain. Donc et un ralentissement de la croissance en Chine, parce que ça peut avoir un impact sur la croissance chinoise, et pas bon non plus pour l'Europe, notamment l'Allemagne ou les États-Unis de façon globale. Donc bien entendu, il faudra être très vigilant. On en parlait tout à l'heure, donc 84 millions à rembourser ce jeudi. Le consensus semble être un défaut à ce stade. Sur les 670 millions qu'il y a à rembourser avant la fin de l'année et les 300 milliards de dettes de la société. Donc, a priori, en tout cas les dernières informations que nous on a pu avoir, qu'on a pu lire avec nos prestataires de recherche, c'est qu'il y a une solution de restructuration qui est en cours. Après, le gouvernement chinois, je crois, veut limiter la spéculation autour de l'immobilier en Chine, donc voudra quand même avertir le marché. Faudra être vigilant qu'en allumant la mèche, il n'y a pas trop de dégâts derrière.
Ouais, vous dites, parce qu'on se rassure, on se dit que c'est le défaut le plus prévisible de l'histoire. Ça fait des mois qu'on parle d'Evergrande. Là, toutes les agences nous disent qu'il y aura un défaut jeudi. Donc, quand on est dans la logique de marché, on se dit, puisque tout le monde l'a identifié, le risque, finalement, ce sera un non-événement. Vous dites, attention, ça reste quand même un défaut, et un défaut, même s'il est anticipé, même s'il est prévu, même si on s'y prépare, ça reste quand même un événement de crédit, comme on dit. Exactement, et il ne faudrait pas laisser les événements s'emballer. Dans une situation où les marchés sont relativement nerveux, donc il faudra quand même être vigilant sur ce point-là. Bon, quelle est la vision prospective que vous avez pour le marché américain, donc au-delà du mois de septembre, qui s'annonce comme un mois faible, peut-être, il reste encore 2 semaines devant nous, mais on voit bien que le buy the dip a été peut-être un peu moins évident cette fois-ci, nous disent les stratégistes. En tant que gérant action, stock picker, comment vous voulez être exposé aujourd'hui sur cette thématique américaine? Est-ce que les choses ont changé depuis ces derniers mois? Donc, ce qu'il faut regarder, donc, sur le mois de septembre en soi, on est entre -3 et -4 à la clôture d'hier soir, qu'on regarde le Russell, le S&P, le Nasdaq ou le Dow Jones. Donc, voilà, c'est un constat d'encore un mois de septembre relativement faible. Le marché a besoin de respirer. Je pense que c'est dans ces événements-là qu'il faut prendre un peu de recul et regarder ses convictions et surtout garder ses convictions et ne pas nécessairement chambouler ses portefeuilles. Ce qu'on avait pu constater, c'est que depuis fin mars, on a une sous-performance des petites capitalisations avec un Russell 2000 qui a une performance négative et un Dow Jones qui est autour de 5-6% de perf, alors que le S&P et le Nasdaq sont plutôt autour de 10-11% dividendes réinvestis en dollars. Donc on a eu, après la surperformance de la value des valeurs cycliques entre octobre et mars l'année dernière, on a une sous-performance de ces secteurs sur les derniers mois. Et tout ça, quelque part, est aussi lié à la courbe des taux longs. Le 10 ans américain avait touché un 77,7 de mémoire en mars. On a touché un point 1,20, je crois, au point bas. On est aujourd'hui autour d'un 32, un 33. Pour moi, sauf événement majeur hors de notre contrôle, les taux sont trop bas aujourd'hui, la courbe doit se repentifier, ce qui devrait bénéficier à ces valeurs dites cycliques. Et donc notre fonds est positionné pour en bénéficier sur la fin de l'année. On avait remis un biais croissance qu'on a réduit à partir de juillet pour se remettre sur des valeurs plus cycliques. Donc nous avons une position surpondérée sur les financières américaines, sur le secteur de l'énergie, sur la consommation discrétionnaire et sur les matières premières. Ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure, donc on regarde les financières américaines ont réduit leur politique de retour aux actionnaires d'environ 45% depuis le début de cette crise, alors que les profits ont progressé de 21%. Donc on devrait avoir une accélération de ces programmes de rachat de titres. C'est similaire, pas de la même ampleur, mais on peut le voir aussi sur le secteur de la tech et un certain nombre d'autres secteurs US. Donc les politiques de rachat de titres devraient venir en soutien au marché. Et ce qu'on peut également constater, pour moi, nous sommes dans un nouveau cycle de croissance des bénéfices des entreprises américaines qui devrait durer encore quelques trimestres. C'était la question. Est-ce que si on se projette déjà sur 2022, et c'est la fonction d'anticipation du marché, est-ce que justement, quand on regarde les fondamentaux des entreprises, les perspectives bénéficiaires, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que non seulement en agrégé, les bénéfices des entreprises américaines ont déjà récupéré les niveaux pré-Covid et dépassé les niveaux pré-Covid, vous ne seriez pas surpris que 2022 soit encore une année d'amélioration à 2 chiffres peut-être des bénéfices américains, ou est-ce qu'à un moment ça devient compliqué? Bien entendu, on n'aura pas une progression aussi forte qu'on a pu avoir cette année. Les effets de base déjà seront un peu difficile, mais qu'on ait une croissance des bénéfices dans les high single digits jusqu'au mid double digits, c'est pas impossible. On est vraiment dans un cycle on en parlait tout à l'heure, j'étais au Canada et les États-Unis, c'est un scénario similaire. Il y a quand même une très très forte reprise économique. Donc sauf événement majeur avec vraiment une accélération d'un nouveau variant du virus qui force à tout fermer, ce qui n'a pas été le cas donc je vois quand même une progression assez sensible des marchés américains. Et d'ailleurs, même pour cette année, moi je suis plutôt acheteur sur les replis. Qu'on ait un S&P à 4008 en fin d'année ne me choquerait pas. Question des salaires, enfin de la hausse des coûts en général pour les entreprises, vous dites c'est encore quelque chose d'absorbable quand on regarde notamment les grands corporates du S&P 500, qui ne sont pas toute l'économie américaine, bien sûr. Exactement, mais ce qu'il faudra surveiller avec attention, ce seront les chiffres de septembre et d'octobre sur les salaires, puisqu'on a eu la fin des aides début septembre. Donc les gens vont soit devoir
prendre sur leur épargne, soit devoir retourner travailler. Donc avec cette main-d'œuvre additionnelle qui va se présenter sur le marché du travail. Voire la négociation sera un peu différente. Oui, est-ce qu'on aura une stabilisation quelque part de cette progression des salaires, sachant que la consommation qui, elle, pour le moment, paraît quand même assez bonne et le gros soutien de l'économie américaine. Vous l'avez dit d'un mot, Eric, avant d'être gérant action américaine chez Richelieu Gestion, vous êtes Canadien. Oui, tout à fait. Et je voulais pas rater cette occasion de dire un mot justement. Alors, les élections canadiennes donnent visiblement un résultat favorable à Justin Trudeau, qui est reparti pour un 3e mandat sans doute. Ça reste une demi-victoire quand même pour Trudeau et les libéraux qui l'accompagnent, puisqu'il n'aura toujours pas de majorité pour gouverner. Oui, en fait même moins qu'une demi-victoire, je pense. Moins qu'une demi-victoire. En fait, le scénario de M. Trudeau était d'appeler des élections anticipées pour obtenir une majorité, donc plus de 177 sièges, pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre pour négocier cette sortie de crise. Et je crois qu'il avait 155 sièges lors du dernier mandat et il doit gagner 1 ou 2 sièges. Donc rien de visiblement plus fort que ce qu'il avait. Et on parle, c'est une anecdote là aussi, mais l'élection la plus chère de l'histoire du Canada avec plus de 600 millions de dollars dépensés. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et surtout qu'on se retrouve avec une situation similaire qu'on a eue après l'élection de M. Biden aux États-Unis. On se retrouve quand même avec une population relativement divisée sur un certain nombre de sujets importants. On en parle, la vaccination, les dépenses de santé, le taux d'imposition des entreprises, des plus hauts revenus. Il y a beaucoup de sujets qui ont quand même divisé la population. On sait que le mandat de M. Trudeau est quand même relativement libéral-gauche. Il y a des politiques assez favorables aux familles, à l'éducation, à la santé, à l'environnement. Donc on va voir comment il va réussir à naviguer ces sujets avec certes la majorité inférieure à ce qu'il aurait pu, une forme de statu quo, on va dire, sur le setup politique canadien aujourd'hui. Oui, avec les conservateurs qui ont gagné quelques sièges, en tout cas dans les dernières données que j'avais vues, qui semblait gagner quelques sièges. Voilà. C'est un marché qu'on retrouve dans le fond, Richelieu américain. Oui, tout à fait. Eric. On a quelques belles pépites au Canada, dans tous les secteurs d'ailleurs. Nous, dans le fond, on en a environ 14%. Ce qui est quoi? Beaucoup? Ce qui est beaucoup, puisqu'il n'y en a pas dans l'indice. Oui, ce qui est un choix, un choix assumé. Il y en a beaucoup, il y en a pas du tout dans notre indice, qui est le stock 500 USA, l'équivalent du S&P 500. Donc c'est une déviation assez forte par rapport à l'allocation géographique de notre indice, mais une déviation assumée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est, on pense au Canada, on pense à l'énergie, on pense aux matériaux principalement, mais le secteur de la tech canadien est un secteur qui est en pleine forme. On parle beaucoup de Shopify, je ne sais pas si... non, j'ai pas Shopify. C'est un flagship, mais c'est un emblème de cette tech canadienne. Et quand on a vu, vous l'avez sans doute vu, le gouvernement chinois qui avait un petit peu essayé de réguler son système de la tech autour de l'éducation, du commerce et autres, on a vu beaucoup de flux qui sont revenus sur les techs canadiennes pour ce qui devait se repositionner. Donc ça a donné aussi un petit coup de vent favorable aux techs canadiennes. Merci beaucoup Eric, merci pour vos remarques du jour et l'analyse de ce marché américain, nord-américain dans son ensemble. On aura pu parler du Canada avec vous. Eric Lafrenière qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.